Bienvenue à tous. Le président Biden et son administration continuent de défendre vigoureusement le retrait d'Afghanistan que ses critiques qualifient de chaotique. Pendant ce temps, son gigantesque plan de réforme sociale est menacé. L'administration Biden se prépare à engager un bras de fer au Congrès pour faire adopter son plan de 3 500 milliards de dollars qui prévoit d'importants investissements dans des programmes sociaux. Cette semaine, les démocrates ont présenté un projet de réforme fiscale pour lever 3 000 milliards, ce qui devrait permettre de financer une bonne partie du programme social grâce à une hausse des impôts pour les Américains les plus riches et les entreprises. Mais avec une très courte majorité au Congrès, le camp démocrate devra compter sur des modérés comme Joe Manchin, qui juge le programme trop cher. Avec un retrait d'Afghanistan difficile et une bataille budgétaire qu'ils ne sont pas encore sûrs de remporter, dans quelle passe se trouvent Joe Biden et les démocrates à un peu plus d'un an des élections de mi-mandat? Nos analystes tenteront d'y répondre. La cote de popularité de Joe Biden est à son plus bas niveau depuis son arrivée à la Maison-Blanche, selon un sondage de Quinnipiac University publié cette semaine. La sortie d'Afghanistan, la gestion de la pandémie de Covid-19 et la bataille pour l'adoption d'un vaste plan de réforme sociale, les fronts auxquels Biden et son administration font face sont nombreux. Le récit de Dili Diko. La rentrée est chargée pour le président Joe Biden. Dans les jours à venir, il devra se focaliser sur son agenda économique, en particulier sur le projet de réforme fiscale qui sera largement examiné au Congrès. Si cette réforme est adoptée, elle permettra de financer une grande partie de son plan de réforme sociale d'un montant de 3 500 milliards de dollars sur 10 ans. En taxant davantage les Américains les plus riches et les grandes entreprises, le projet de réforme fiscale permettra de dégager 2 100 milliards de dollars, soit près des 2/3 du montant nécessaire au plan de réforme sociale. Lors d'une conférence à l'occasion de la fête du travail, Biden a mis en avant les avantages de son plan. Nous devons investir dans la formation professionnelle et les apprentissages de haute qualité et les secteurs à croissance rapide pour offrir aux familles de classe moyenne une réduction d'impôts bien méritée pour les garderies et les soins de santé et offrir une réduction d'impôts mensuelle importante aux familles de travailleurs avec enfants. Tout le monde parle de mon rabais d'impôts pour enfants. C'est une réduction d'impôts pour les gens ordinaires, c'est ce que c'est. Les démocrates ont entamé les négociations cette semaine et doivent désormais trouver un consensus sur le texte qui sera soumis au vote. Il est attendu que les républicains s'opposent farouchement à ces propositions de hausse d'impôts pour les plus fortunés. De façon générale, en matière d'économie, l'approbation de la gestion économique de Joe Biden est à la baisse. Un sondage de l'université Quinnipiac, publié le 15 septembre, montre que seuls 42% des Américains sondés y sont favorables. Le président est également en proie aux critiques sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. 6 adultes sur 10 pensent que les troupes américaines devront retourner en Afghanistan, selon le même sondage. Par contre, 7 Américains sur 10 pensent que retirer les troupes d'Afghanistan était la bonne chose à faire. Une décision que Joe Biden assume entièrement. Je suis convaincu que c'était la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique. Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le président Biden doit faire face à une cote de popularité négative car seuls 42% des personnes interrogées approuvent sa performance globale contre 50% d'insatisfaits. Malgré les critiques, le président maintient ses positions autant sur le retrait d'Afghanistan que sur sa gestion de la crise sanitaire avec l'imposition de la vaccination. Une attitude qui va sûrement l'aider à mener à bien ses projets économiques malgré une majorité très mince au Congrès. Voilà, merci beaucoup Dili. Et nos invités pour le débat, ici à Washington, Marilyn Sifocle, professeure à Howard University, toujours dans la capitale fédérale américaine, René Lake, analyste politique et consultant,
Et à Annapolis, dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et économiste à Atlantic Council. Merci à tous. Alors, je démarre avec vous, Marilyn. Après le tollé sur la manière dont les soldats américains ont quitté l'Afghanistan, Biden et son administration cherchent un peu à changer de sujet, n'est-ce pas, pour se focaliser sur la réforme sociale. Mais ce week-end, le sénateur démocrate Joe Manchin a tiré, si on peut le dire ainsi, une salve d'avertissement en disant qu'il n'allait pas voter pour cette enveloppe qu'il juge trop chère. Biden est-il dans une mauvaise passe? Il n'est pas tout à fait dans une mauvaise passe. On pourrait dire que il y a eu d'abord cette élection, du moins cette confirmation d'élection du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, et ça c'est déjà ça présage peut-être de bons résultats, peut-être de mi-mandat. Donc il n'est pas tout à fait en mauvaise posture, bien qu'il ne faille pas non plus étendre à tout le pays, au pays entier, les résultats de la Californie. Donc, une mauvaise passe, je dirais que oui et non. Oui, parce que, en fait, le président aimerait de toute façon avoir le soutien de Joe Manchin. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il est dans une mauvaise passe malgré la débâcle de l'Afghanistan. D'accord. Alors, René, vous êtes le spécialiste de la communication dans ce panel. En termes de message, comment Biden peut-il encore tourner le retrait d'Afghanistan à son avantage? Le budget lui offre-t-il cette opportunité? Oui, je crois s'il y arrive sans trop de dégâts et sans trop de concessions. Joe Manchin dit que lui serait partant pour la moitié de la facture. Bon, donc, il y a encore une marge de discussion extrêmement importante. Mais vous savez, Abdourahmane, sur cette affaire de l'Afghanistan, il est certain qu'à court terme, du fait de la manière chaotique dont s'est passé les 3 dernières semaines de la présence américaine en Afghanistan, il est sûr que ce n'était pas l'avantage de Biden. Mais sur le moyen terme, je vous rappelle quand même que jusqu'à 70% de la population américaine soutenait Biden dans le retrait définitif de l'Afghanistan, avant qu'il y ait eu les événements au dernier moment. Donc je pense qu'à court terme, d'ici 2-3 mois, les conditions chaotiques du départ seront oubliées et ce que les Américains retiendront, ce sera essentiellement la fin de cette guerre. D'accord. Jean-François Seznec, plus d'impôts pour les riches pour financer le programme social, c'est peut-être un message populaire chez les progressistes, mais comment Biden peut-il avoir à bord les modérés de son camp qu'il ne peut pas se permettre de perdre? Je pense qu'il n'a pas tellement le choix et qu'il sera obligé de limiter un petit peu les programmes, de limiter les dépenses, les faire descendre de 3 milliards et demi, enfin 3 trillions et demi, et faire des sacrifices sur certains de ces projets. Bien sûr, ce ne sera pas populaire avec la gauche, si vous voulez, mais en fait, la gauche n'a pas le choix. S'ils veulent faire quoi que ce soit comme système, ils sont obligés de passer par le sénateur Manchin, et lui ne sera pas d'accord pour faire des dépenses trop élevées. Et parce sa circonscription veut que les dépenses soient plus faibles, et je pense qu'ils vont passer au centre, si vous voulez. Marilyn, vous êtes d'accord avec M. Seznec? Biden doit-il revoir à la baisse ses ambitions pour ce programme, peut-être diminuer l'enveloppe, sachant qu'il court aussi le risque d'être critiqué par les progressistes? Alors, nous sommes dans un pays où les infrastructures sont extrêmement vieillissantes, qu'il s'agisse des ponts, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse des voies ferroviaires. Et donc, un programme qui est aussi énorme que celui de Biden est tout à fait nécessaire. Donc, il ne s'agit pas simplement d'essayer de plaire à un électorat plutôt qu'un autre, il s'agit de transformer les États-Unis. Or, Biden voit son propre rôle en tant que président de transformateur, un peu, si vous voulez, à la Roosevelt.
Donc, il ne s'agit pas peut-être de lésiner à droite, à gauche, mais de, comme il dit lui-même, to build America back. Mais à la réalité politique au Congrès, que lui peut-être ne maîtrise pas, le bloc progressiste, c'est quand même 95 parlementaires. Oui, les 95 parlementaires, d'ailleurs, soutiennent et même veulent aller au-delà de ce qu'ils proposent. Par contre, ceux qui font blocage, si vous voulez, ce sont surtout les républicains. Et puis, vous avez le sénateur Joe Manchin qui, comme il a été dit précédemment, doit répondre, si vous voulez, à sa circonscription. René Lec, en politique, une année, c'est très long. Mais pour vous, qu'est-ce qui va être déterminant dans le champ politique d'ici les élections de mi-mandat? Écoutez, moi, je pense qu'il y a deux grandes questions. La première, c'est la maîtrise de la situation sanitaire. Que soit on sorte complètement de cette pandémie, ou en tout cas qu'on en voit le bout du tunnel. Ce n'est pas tout à fait le cas en ce moment. Et la deuxième question, c'est cette question de ces deux grandes lois, l'une sur l'infrastructure matérielle. Bon, ça c'est réglé puisqu'il y a un deal avec les républicains. Ça, c'était le premier volet. Et le deuxième volet, ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est l'infrastructure, les 3,5 trillions, en ce que vous appelez l'infrastructure sociale. Ce qu'il appelle l'infrastructure sociale. Donc, je crois que c'est la capacité à donner de l'espoir aux Américains à sortir de ces deux situations. L'une, la pandémie, l'autre, la question économique et la relance économique. Et je crois que la situation peut leur être très favorable. Parce que je vous signale que les résultats qui sont sortis à partir de l'analyse du census, il y a quand même plus de 11 millions d'Américains qui sont sortis de la pauvreté à cause des différentes mesures liées à la stimulation de l'économie. On reviendra sur cette question de la pandémie en seconde partie, mais Jean-François Seznec, Donald Trump n'est plus là, mais son message résonne encore et beaucoup d'élus ou de candidats républicains semblent y trouver une formule gagnante. On l'a vu avec Larry Elder, candidat au gouvernorat de Californie, qui a certes perdu, mais quand même, on a vu un peu comment il a mené campagne. Ce débat sur les impôts et les programmes sociaux peut-il profiter à ce que certains appellent le trumpisme? Oui, bien sûr, ce sera utilisé par les partisans de Trump pour pousser leur point de vue et pousser leur candidat. Mais comme disait Marilyn, il est certain que M. Elder en Californie a perdu par une grande marge. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le pays en général n'est pas forcément pour Trump. Il y aura toujours 30, 35, peut-être même 40% de gens qui voudront, si vous voulez, revenir en arrière en utilisant ce que avait fait ou ce que voudrait faire Trump. Mais ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les vues des indépendants aux États-Unis. Et les indépendants sont en fait la grande majorité. Et c'est eux qu'il faut convaincre. Et c'est pour ça que je pense que le programme va se remettre vers le centre. Et même si c'est aux dépens, si vous voulez, des progressistes. D'accord. Alors, voici à présent quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « Les détracteurs de Joe Biden, surtout républicains, ont politisé le retrait d'Afghanistan alors que la population américaine était majoritairement en faveur du retrait ». Archiduc Théodore N'Djamena écrit « L'agenda socio-économique de Biden se terminera aussi par une conclusion acceptable au vu du retrait effectif des soldats américains d'Afghanistan. » Et puis Hassan Omar Boulalé est à Djibouti. Il nous dit « Cet échec, en parlant du retrait d'Afghanistan, sera vite oublié sur le plan national car il y a plus urgent comme le Covid et le changement climatique. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Ici aux États-Unis, l'annonce par le président Biden que la vaccination contre le coronavirus sera bientôt obligatoire pour certains travailleurs provoque un tollé chez des législateurs et des gouverneurs républicains qui envisagent des poursuites judiciaires contre l'administration américaine. Michel Quinn nous en dit davantage et c'est un récit de Jacques Aristide. Les critiques sont catégoriques. Rendre la vaccination anti-Covid-19 obligatoire outrepasse le rôle du gouvernement fédéral. Cette démarche de l'administration Biden va entraîner davantage de résistance chez les Américains non vaccinés, ajoute-t-il. Le gouvernement demande à certains employeurs de s'assurer que leurs employés soient complètement vaccinés ou se soumettent à des tests hebdomadaires. Les entreprises qui enfreignent cette mesure s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 14 000 $. Le problème, c'est que j'essaie de vaincre la résistance, mais les actions du président avec une telle requête durcissent cette résistance. Selon l'université Johns Hopkins, les États-Unis comptent près de 41 millions de cas confirmés et 660 000 morts. Environ 74% des Américains de 12 ans ou plus ont reçu une dose du vaccin anti-Covid, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, alors que le rythme de vaccination a augmenté ces dernières semaines. Mais les autorités craignent une propagation continue du coronavirus jusqu'à ce que davantage d'Américains soient vaccinés. À ce jour, 19 gouverneurs républicains ont fait part de leur intention d'intenter un procès à l'administration démocrate. Ils soutiennent que l'obligation vaccinale est inconstitutionnelle. Quant à l'administration Biden, elle dit se focaliser sur les domaines où le gouvernement fédéral a autorité, tels que les nombreux établissements de santé qui touchent environ 17 millions de travailleurs, de même que les lieux de travail avec plus de 100 employés, ce qui concerne environ 80 millions d'Américains. Nous pensons que c'est une action appropriée et c'est certainement du point de vue de la santé publique. Le plus important est que cela aidera à assurer la sécurité des travailleurs et en fin de compte aidera aussi notre économie. Le président Joe Biden a également signé récemment un décret exigeant le vaccin anti-Covid pour les personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral en tant qu'employés à plein temps ou comme sous-traitants. L'obligation vaccinale pour les travailleurs survient à un moment où 62% des Américains sont d'avis que les conditions économiques sont mauvaises, selon un récent sondage de la chaîne CNN. Le président Biden se dit convaincu que la mesure conduira à la vaccination de plus de personnes au lieu d'accroître la résistance au vaccin, ce qui va aider à améliorer l'économie du pays, conclut-il. Voilà, merci Jacques. Et je rappelle mes invités. À Washington, Marilyn Seafolk, le professeur à Howard University, et toujours dans la capitale fédérale américaine, René Lake, analyste politique, consultant également, et à Annapolis, dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et économiste au Atlantic Council. Alors, Marilyn Seafolk, dans le dernier sondage de Quinnipiac, 49% d'Américains n'apprécie pas la gestion du Covid par l'administration Biden, ce qui est très loin des chiffres très favorables d'il y a encore quelques mois. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, il y a évidemment des réticences. Ces réticences viennent surtout d'États qui sont en majorité républicains. Donc, il s'agit avant tout de convaincre les Américains, qui sont encore réticents, de se faire vacciner. Ce n'est pas chose facile parce que la vaccination elle-même est devenue très politisée. Donc, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit nettement que les Américains qui se font, dans les États où les Américains se font vacciner, il y a peu de cas de mortalité, il y a moins de cas de mortalité que dans les États où les gens ne se font pas vacciner. Donc peu à peu, plus les gens seront confrontés aux chiffres et à leur propre situation, et plus ils seront amenés à se faire vacciner, à mon avis. Donc, je pense que là, il s'agit si le gouvernement n'est pas populaire dans ce domaine-là, il le sera peut-être à l'avenir parce qu'il s'agit avant tout de la santé de tout un chacun. Alors, René, la pandémie persiste malgré les efforts de vaccination depuis l'arrivée de Joe Biden. A-t-il raison, toutefois, de pousser pour une vaccination obligatoire chez les employés fédéraux et les grandes entreprises, selon vous ?
Oui, écoutez, il n'a pas tellement le choix si on se réfère à ce que disent les spécialistes, notamment les responsables de santé publique dans les différentes agences américaines. Et aujourd'hui, le slogan, c'est quoi? C'est de présenter la pandémie comme la pandémie des gens qui ne sont pas vaccinés. Et effectivement, quand on n'est pas vacciné, on a 11 fois plus de chances de mourir du virus que si on l'était. Donc, les arguments scientifiques en faveur du vaccin sont évidents. Maintenant, les réticences, il y en a beaucoup qui sont d'ordre idéologique, d'autres politiques. Ça, je pense qu'avec le temps, et surtout les contraintes que cela va poser aux gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne pourront plus aller dans les restaurants, qui ne pourront plus voyager, etc., obligera un certain nombre de réticents à changer d'avis, à mon avis. Et justement, Jean-François Seznec, dans un pays où la liberté individuelle est fondamentale, comment l'administration peut-elle tacler l'épidémie sans paraître trop intrusive? Ça, vous avez posé une question très délicate. Et il est certain qu'on ne peut résoudre ce problème que de façon intrusive. Si l'administration actuelle décide de ne pas pousser l'obligation vaccinale, ils seront vus comme faibles et ça leur coûtera beaucoup plus cher, en fait, que de forcer la vaccination actuelle. Si le président continue à forcer, il va être vu comme un président fort et je crois que ce sera apprécié par la grande majorité des Américains. Mais bien sûr, comme dans d'autres situations dont on a parlé tout à l'heure, il y aura toujours un pourcentage de gens qui utiliseront ça pour des avantages politiques, mais le fait est, comme disait René, que les chiffres sont évidents. Et si le président montre de la force, je pense que ça va bien leur profiter au président et aux démocrates. Et il y a aussi l'argument économique qu'on peut mettre sur la table, n'est-ce pas, M. Seznec? Oui. Si les gens veulent retourner à leurs activités, peut-être il faut qu'ils se vaccinent. Oui, et c'est très bon pour les républicains, en fait. Donc, je pense que la réponse est évidente, que le président va gagner cette bataille. C'est une bataille qui, en fait, sera une vraie défaite pour les républicains à long terme. Ah, vous êtes d'accord, Marilyn? Les républicains, plutôt les démocrates, avaient beaucoup critiqué la gestion du Covid par Donald Trump pendant la campagne électorale de 2020. Et maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que les républicains vont essayer d'en faire de même en direction des prochaines élections de mi-mandat? S'ils le font, ce sera, comme le disait l'intervenant précédent, ce sera à leur Monsieur Seznec, excusez-moi, ce sera à leur dépens parce qu'ils sont eux pour la relance économique, ils prônent une relance économique, ils veulent que le pays avance économiquement, eux-mêmes ils voulaient du temps de Trump que tout soit que l'économie reparte à nouveau. Toutefois, l'économie ne peut pas repartir quand il y a un fort taux de mortalité. Et donc, ils devront se rendre à l'évidence qu'il faut absolument qu'il y ait vaccination pour qu'il y ait relance économique. Les démocrates, oui, ils critiquaient Trump, mais c'est parce que justement, Trump n'insistait pas suffisamment sur le port du masque, il n'insistait pas suffisamment sur la vaccination, et justement, cela a conduit à l'épidémie que nous connaissons en ce moment, c'est-à-dire ça a conduit à une certaine explosion à un moment donné, que maintenant, il faut absolument endiguer. Donc, tout ceci augure en faveur, si vous voulez, des démocrates. Et René, c'est vrai que beaucoup regrettent le fait qu'on allie la politique avec cette question de santé publique, mais si on devait poser le débat politiquement, à qui est-ce que ça peut profiter? Écoutez, si on considère qu'il y a plus du tiers des républicains qui sont favorables au mandat et qui sont favorables à la politique d'obligation en matière de vaccination, parce qu'il ne faut pas oublier, Abdourahmane, que beaucoup d'entreprises du secteur privé, souvent, c'est un peu la base des républicains. Et pour la plupart, ils sont favorables au mandat parce qu'ils sont pressés de voir l'économie être relancée. Donc, si l'on considère que ce tiers-là de républicains est plutôt favorable à cela,
Donc ça veut dire que globalement, politiquement, de mon point de vue, ça profite à Biden. Mais dans la mesure où, bien entendu, on arrive à sortir de cette crise, mais qui est liée en particulier plus au Delta, au variant Delta, au Covid lui-même, qui lui était plus ou moins sous contrôle, mais c'est vrai que le variant Delta a changé complètement la donne. Mais pourquoi certains hommes politiques ne jugent pas nécessaire, par exemple, de publier leur statut vaccinal? Ça pourrait aider. Oui, ça fait partie du jeu. Ils cherchent à mobiliser leur base. Et la base, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour pouvoir arriver à des élections générales, il faut passer les élections primaires. Et au niveau des primaires, eh bien, c'est la base qui décide. Et ces politiciens-là jouent la carte de leur base pour pouvoir être acceptés. Et la base, idéologiquement, est mobilisée contre le vaccin et contre le masque, contre toutes les mesures qui permettent d'endiguer cette épidémie. Donc, il est évident que les politiciens, malheureusement, notamment républicains, jouent cette carte-là. Donc, peut-être en 15 minutes, M. Seznec, vous pensez donc que peut-être après cette étape des élections de mi-mandat, enfin des primaires, on va plutôt changer de discours? Parce que ce sera un différent électorat? Oui, certainement. Et comme je disais tout à l'heure, après les primaires, ce qu'il va falloir faire, c'est convaincre les indépendants. Et je pense que les indépendants, la base de tout, la grande partie des indépendants est en faveur de la politique actuelle de Biden sur le Covid, parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Disons, Marilyn, sur le vaccin, la vaccination et le reste du monde, comment est-ce que vous voyez l'action de l'administration Biden en termes de solidarité internationale? Alors, en termes de solidarité internationale, comme vous le savez, les Européens ont été quand même assez frustrés de voir qu'il n'y avait pas de parité. Au départ, il n'y avait pas de réciprocité. Il y avait d'une part l'Europe qui s'ouvrait aux États-Unis et puis les États-Unis, d'autre part, qui refermaient leurs frontières, qui refermaient les portes aux Européens. Donc, on ne sait pas si ça fait partie du jeu politique, si vous voulez, si c'est plutôt une réponse à un besoin politique interne. En tout cas, on se pose des questions au niveau international quant à cette réciprocité. Et donc, cette fermeture des barrières existait au moment du mandat de Trump, et avec Biden, il n'y a pas eu réouverture des frontières, surtout vis-à-vis des Européens. Et je pense que cela a créé une certaine petite tension, une petite frustration, peut-être même une grosse frustration de l'autre côté de l'Atlantique. Et en Afrique aussi, n'est-ce pas, René? Et en Afrique aussi. En Afrique, le principal D'accord. D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com.